Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, le rayonnement thermique. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer l'image suivante qui représente notre étoile, le Soleil. Et la question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Quelle est la température de surface du Soleil? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord explorer les différents modes de transfert thermique. Ensuite, nous verrons plus particulièrement le rayonnement thermique. Et enfin, nous énoncerons la loi de Ville. Que se passe-t-il lorsque l'on met en contact thermique deux objets? On va considérer deux corps, un corps A et un corps B, et on fait l'hypothèse que le corps A a une température supérieure à celle du corps B. Qu'est-ce que l'on constate? Il va y avoir un échange thermique, donc un transfert thermique entre les deux corps. Ce transfert thermique a lieu lorsque les températures TA et TB sont différentes. Il se fait toujours du corps chaud vers le corps froid, et il va s'arrêter lorsque les deux corps auront la même température. À ce moment-là, on dit qu'on est en équilibre thermique. Quels sont les différents modes de transfert de l'énergie thermique? Alors voici un dessin qui résume les trois modes de transfert thermique. Vous avez ici la conduction, donc la chaleur va être véhiculée par la barre métallique. Là vous avez la convection, ça c'est un mouvement macroscopique d'un fluide. Ici c'est l'air mais ça pourrait être un liquide. Et vous avez le rayonnement. Comment l'énergie thermique est-elle transférée par conduction? Pour répondre à cette question, nous allons imaginer l'expérience suivante où on dispose d'une barre métallique et d'un bec benzène qui va permettre de brûler du méthane et donc chauffer la partie gauche de la barre métallique. Et qu'est-ce qu'on va constater? C'est que l'énergie thermique apportée à cette partie de la barre va se transférer à travers la barre. Alors comment est-ce qu'on interprète ça d'un point de vue microscopique? En fait, les atomes qui constituent la barre métallique vont être agités suite à l'apport d'énergie thermique par la flamme. Et cette agitation va se transmettre de proche en proche. Ayez en tête que la température est une mesure de l'agitation thermique. Donc plus je chauffe la barre, plus la température augmente, plus les atomes qui la constituent vont être agités. Alors dans un solide, ils ne vont pas se déplacer. Ils vont juste augmenter leur vibration autour d'une position moyenne. Donc voici une animation qui résume ce que je viens de vous dire. Alors vous voyez au début, la barre a la même température et au fur et à mesure qu'elle est chauffée là, les atomes qui la constituent s'agitent et cette agitation va se transmettre de proche en proche. Donc en résumé, on peut dire que la conduction thermique est un transfert thermique par transmission microscopique de l'agitation moléculaire de proche en proche. Comment l'énergie thermique est-elle transférée par convection? Pour répondre à cette question, on va imaginer l'expérience suivante. Donc ici, on se situe dans une pièce d'une maison et l'air et tout ce qui est présent dans la pièce va être chauffé par ce radiateur. Imaginons qu'on puisse faire une photographie par infrarouge de la pièce. Donc là, qu'est-ce qui est représenté? En fait, c'est l'air et la couleur qu'a l'air et à l'image de sa température. On voit que l'air frais se trouve en bas, en bleu ici, à peu près 19 degrés. Et donc, au contact du radiateur, l'air va se réchauffer. Sa température va augmenter et la conséquence, c'est que sa masse volumique va diminuer. Donc, il va être moins dense, plus léger et il va s'élever dans l'air. Donc, au contact du plafond, l'air va se refroidir et il va redescendre et ainsi va apparaître ce qu'on appelle un courant de convection dû au mouvement de l'air. En résumé, on peut dire que la convection, c'est un transfert thermique par mouvement macroscopique, par opposition à la conduction où c'est un mouvement microscopique, d'un fluide, donc ça peut être de l'air, de l'eau, sous l'influence d'une différence de masse volumique créée par une différence de température. Comment l'énergie thermique est-elle transférée par rayonnement? Pour illustrer ce troisième mode de transfert thermique, nous allons imaginer la scène suivante. Vous êtes sous une véranda, un beau jour d'hiver, vous voyez ici il y a de la neige, donc imaginons que la température à l'extérieur soit de moins 5, moins 10 degrés, et malgré ça, sans chauffage, dans votre véranda, vous avez chaud. Pourquoi? En fait, grâce au soleil qui est présent, il n'y a pas de nuages, le soleil va vous chauffer par rayonnement thermique. Le rayonnement thermique, on le définit ainsi, tout corps va émettre un rayonnement thermique, et contrairement à la conduction ou à la convection, ce mode de transfert thermique n'a pas besoin de matière pour se propager. Il peut se propager dans le vide, mais aussi dans l'air ou traverser une baie vitrée. Ce rayonnement thermique, en fait, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique qui se propage et donc va transporter une certaine puissance thermique. Avec quelle unité exprime-t-on la température? Pour comprendre d'abord ce qu'est la température, je vous fais apparaître ici deux animations qui simulent les constituants de la matière, donc ces sphères bleues, à différentes températures. Donc ici, nous avons une température de 3 Kelvin, où on voit que les atomes
s'agitent, mais très légèrement, tandis qu'à 13 Kelvin, leur agitation est plus importante. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la température est une mesure de l'agitation des constituants de la matière. Et l'unité que l'on utilise en physique pour la température, c'est le Kelvin, que l'on note K majuscule. Cependant, nous au quotidien, on utilise plutôt le degré Celsius pour exprimer la température. Je vais vous montrer ici comment on passe d'une unité à l'autre. En fait, il y a une simple relation de translation entre les deux unités. Si vous avez une température en degrés Celsius, par exemple, imaginons 20 degrés Celsius, il suffit de rajouter 273 pour obtenir la température en Kelvin, donc ça ferait ici 293 Kelvin. Donc je vous fais apparaître ici un axe avec au-dessus la température exprimée en Kelvin et en dessous la température exprimée en degrés Celsius. Donc lorsqu'on a 0 degrés Celsius, on a 273 Kelvin, et lorsque l'on a 0 Kelvin, on a moins 273 degrés Celsius. Donc ce 0, on appelle ça le 0 absolu pour la température. Quelle est sa signification? Imaginons que je revienne ici sur l'animation. Vous voyez là, les molécules ou les atomes s'agitent légèrement. Et maintenant, imaginons que je refroidisse encore la matière. Donc je fais tendre la température vers 0 Kelvin. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les molécules vont être figées, immobiles. C'est ce à quoi correspond donc ce 0 Kelvin, c'est matière figée, matière immobile ou absence de matière. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Pour répondre à cette question, je vous fais apparaître ici une animation qui vous montre comment est émise une onde électromagnétique, ici par l'antenne. Donc l'antenne va faire bouger des charges électriques, donc des charges électriques négatives sont des électrons, d'où le signe moins ici. Et la conséquence, c'est qu'une onde électromagnétique va être émise. Et de l'autre côté, vous avez un récepteur, une radio, avec son antenne. L'onde électromagnétique va faire bouger, vibrer des charges électriques, donc des électrons dans l'antenne. Et c'est ainsi que le signal électromagnétique va être capté. Une onde électromagnétique, c'est la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique associé. Ce champ électrique et ce champ magnétique sont représentés ici par les flèches bleues et rouges. Ce que l'on peut préciser aussi, c'est que cette propagation s'effectue à la vitesse de la lumière et elle ne nécessite pas de milieu matériel. Donc l'onde électromagnétique peut se propager dans le vide, mais aussi dans l'air. Cette onde électromagnétique va être caractérisée par une grandeur qu'on appelle la longueur d'onde et que l'on note par la lettre grecque lambda et elle s'exprime en mètres. Concrètement, la longueur d'onde, c'est la longueur d'un motif de l'onde qui se propage. Pour bien comprendre ce que sont les ondes électromagnétiques, je fais apparaître ici ce qu'on appelle le spectre des ondes électromagnétiques. Donc, en fonction de la longueur d'onde, on va distinguer différents domaines d'ondes électromagnétiques. Lorsque la longueur d'onde est très courte, vous voyez ici c'est 10-12, 10-10 mètres, on a ce qu'on appelle les rayons X et les rayons gamma, qu'on avait vu légèrement lorsqu'on avait vu la désintégration des noyaux radioactifs. À l'autre extrémité, donc justement dans les ondes radio, celles qui étaient mises en évidence ici, où elles, les longueurs d'onde, vont être beaucoup plus grandes. Ici vous avez 10 puissance 3 mètres, 10 puissance 2 mètres. À peu près au milieu, vous avez le domaine des ondes visibles. Donc on appelle ça visible parce que ce sont les ondes que nos yeux vont pouvoir capter. Avant le visible, vous avez l'infrarouge. Et au-delà du visible, l'ultraviolet. Pour le rayonnement thermique, on sera surtout dans le domaine de l'infrarouge, du visible et un petit peu dans l'UV. Imaginons l'expérience suivante. Nous avons à notre disposition une tige métallique, avec ici un anneau, que l'on va munir d'une résistance électrique au sein de sa matière, de manière à pouvoir la chauffer par l'intérieur. Et on va placer cette tige métallique dans une pièce sans lumière, dans l'obscurité totale. Et on va donc chauffer la pièce métallique grâce à cette résistance électrique, donc apporter de l'énergie thermique à l'intérieur de la barre métallique. Qu'est-ce que l'on va observer? Je vous fais apparaître ici un graphique où on va, dans un premier temps, ne pas percevoir l'objet, puisque l'objet va émettre un rayonnement thermique, mais qui sera dans l'infrarouge, donc non perceptible par nos yeux. Lorsque la température aura atteint environ les 2000 Kelvin, voilà ce que l'on va voir. En fait, l'objet va être visible par nos yeux, il va émettre un rayonnement visible et ça correspondra à cette couleur rouge orangée. Si la température continue d'augmenter, cette couleur rouge orangée va passer au jaune, puis au blanc et enfin au bleu. Quel est le lien entre la température et la longueur d'onde émise par un objet? Là, je vous ferai apparaître donc le graphique qu'on avait vu dans la diapo précédente, où on a la température et la couleur correspondante perçue par nos yeux. Et là, je vous fais apparaître donc le spectre du domaine visible des ondes électromagnétiques, compris à peu près entre 400 et 700 nanomètres. Donc on voit lorsqu'on est à relativement basse température, autour de 2000 Kelvin, que la longueur d'onde émise est autour de 600 nanomètres. Par contre, lorsqu'on est à la plus haute température, à 9000 Kelvin, on est plutôt aux alentours des un petit peu avant 500 nanomètres. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que plus la température de l'objet augmente, plus la longueur d'onde émise par ce même objet diminue.
Qu'est-ce que le spectre thermique d'un objet? En fait, lorsqu'un objet a une certaine température, il va émettre un rayonnement thermique. Mais ce rayonnement thermique n'est pas constitué d'une seule longueur d'onde. En fait, on observe un spectre qui contient plusieurs longueurs d'onde. Par exemple, si je prends un objet qui serait à 3000 Kelvin, voilà toutes les longueurs d'onde qui le constituent. Ici, en ordonnée, vous avez l'intensité correspondant à chaque longueur d'onde. Donc, vous voyez cette courbe du spectre d'un objet à 3000 Kelvin a une toute petite partie dans le domaine du visible et tout le reste dans l'infrarouge. En gros, on ne va pas le percevoir ou légèrement jaune-orangé. Par contre, vous voyez, si cette température augmente, et bien, ce spectre va se décaler vers la gauche, vers les longueurs d'onde plus petites. Il comprend une grande partie du spectre visible. Donc là, il va commencer l'objet à être rouge, voire jaune, et donc perceptible par nos yeux. À 5000 Kelvin, il va tendre vers un peu moins le jaune pâle, on va dire. Et à 6000 Kelvin, là, il va être blanc parce que vous voyez, il contient tout le spectre visible. Donc voilà ce qu'on appelle un spectre thermique d'un objet qui va donc dépendre de la température. Wilhelm Wien, un physicien allemand, s'est rendu compte qu'il y avait une relation très simple entre la longueur d'onde pour laquelle l'intensité du spectre est maximale et la température. Donc voilà cette relation. En fait, soit on dit que lambda max fois t est égal à une constante, ou t égale cette constante que divise lambda max. Donc cette constante, qu'on appelle la constante de Wien, qui s'exprime en Kelvin fois mètre, qui vaut 2,90 10 puissance moins 3, divisé par la longueur d'onde pour laquelle l'intensité du spectre d'un objet est maximale, est égale à la température exprimée en Kelvin. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: quelle est la température de surface du Soleil? Pour répondre à cette question, on va utiliser justement la loi de Wien. Donc voici le spectre du Soleil. Donc vous voyez, on le voit quasiment blanc parce que vous voyez, son spectre, il contient toutes les longueurs d'onde du domaine visible par nos yeux. Je vais relever sur ce spectre la longueur d'onde pour laquelle l'intensité est maximale. Ça correspond à peu près à 0,500 micromètres. Une fois que j'ai cette grandeur, j'applique la loi de Wien qui me dit que la température c'est égal à 2,90 10 puissance moins 3 que divise lambda max. Je remplace lambda max par 0,5 10 moins 6 puisque là c'est micro. Et donc si on fait ce calcul, on obtient 5800 Kelvin. Et donc si je traduis ça en degrés Celsius, il suffit de retrancher 273 à cette valeur-là et j'obtiens 5527 degrés Celsius. Donc voilà, d'après la loi de Wien, la température du Soleil est de 5527 degrés Celsius. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.